femmes bagaguinées de Kaporo, toutes mobilisées derrière le candidat du RPG Arc-en-Ciel, le professeur Alpha Condé, pour le 11 octobre 2015. Ces femmes l'ont fait savoir au cours d'une manifestation ce week-end dernier à Kaporo dans la commune de Ratoma. Pour joindre l'utile à l'agréable, le directeur national de l'agriculture s'exprime. Cela veut dire que le soir du 11 octobre, c'est le professeur Alpha Condé qui restera à Sérotoria. Parce que les femmes de Kaporo ont bien vu. Celle qui est là est ministre de l'Agriculture. Elle aussi, elle est paysanne. C'est pourquoi elle a l'habitude de dire Konko Baragnon, Konko Baraban. Donc ça veut dire aujourd'hui, nous sommes très à l'aise. Le président Alpha Condé a beaucoup fait pour la paysannerie et c'est une reconnaissance. Marraine de la cérémonie, Madame la ministre de l'Agriculture estime que c'est une opportunité saisie par ces femmes bagaguinées. Ce sont des femmes simples, supportent, elles soutiennent une personne. C'est pour cette raison-là que j'ai tenu à ce que cette mobilisation-là soit belle. M'accompagner. Torah qui se réclament être Baga sont venus apporter leur soutien au professeur Alpha Condé pour sa réélection. Un très fort engagement de la part des gens de Kaporo. Pour l'heure, la campagne présidentielle commence déjà pour ces femmes bagaguinées avant le coup d'envoi le 10 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire. La Jeune Chambre internationale de a procédé ce samedi à son assemblée générale à mi-parcours à Conakry. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de faire le bilan de toutes les activités déroulées par cette jeune chambre. Cette assemblée générale à mi-parcours nous permet de faire l'état actuel de la nationale, c'est-à-dire l'ensemble des démembrements de la JCI Guinée qui sont non seulement connectés à l'intérieur du pays et l'ensemble des points focaux donnent les rapports de toutes les activités qui sont faites, on les compile et on fait le bilan de nos activités, de notre rapport moral et de notre rapport financier à mi-parcours. Cela nous permet de savoir où sont les problèmes et nous permet de nous remettre en cause avant la fin du mandat 2015 pour corriger ce qui n'est pas corrigé. Pour les 6 mois à venir, encore, nous avons de très bonnes perspectives. Actuellement, on travaille avec les différentes les organisations locales et nos différents points focaux dans les 33 préfectures. Surtout pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, on va vers la fin des OMD et que les nouveaux objectifs, c'est les ODD, les objectifs du développement durable. La Jeune Chambre internationale de Guinée, soucieuse de la crise sanitaire, a organisé des formations communautaires allant dans le sens d'éradiquer définitivement la maladie d'Ebola dans le pays. Cette année, c'est le centenaire de la Jeune Chambre. Donc, c'est un mandat qui est placé sous le signe de la paix et du développement de nos pays. Donc, à ce titre, l'ensemble des organisations locales organisent des formations qui tiennent compte des besoins de leurs membres et créent des croissances en recrutant de nouveaux membres. Et ce qui est le thème de cette année, c'est la paix, illustrée de centenaire. La Jeune Chambre a agit dans ce sens. Et nous avons mené des projets communautaires vu la crise sanitaire de notre pays. Dans beaucoup de régions de notre pays, notamment à Kédougou, nous avons été très réactifs. Notre organisation locale et également Koya surtout même, ça nous a même valu la confiance des partenaires. A signalé que la Jeune Chambre internationale de Guinée entend impliquer les jeunes dans la sensibilisation des enjeux liés au manque de développement économique et social du pays. C'est dans une ambiance festive que la coordination régionale du RPG Arc-en-Ciel de la Forêt a été accueillie la semaine dernière à Zérégouré. Ces fils de la forêt étaient venus passer des messages de paix et de solidarité, mais aussi inviter la population de cette localité à adhérer aux idéaux du chef de l'État. Zérégouré a toujours prouvé son attachement aux idéaux de son excellence, le professeur Alpha Condé, l'homme de la paix, l'homme de la réconciliation. Les gens sont venus librement, personne n'a été mobilisé. Cela prouve à suffisance qu'à Zérégouré, on n'a pas deux choses. Une seule chose, c'est le professeur Alpha Condé. Et c'est ce que la province de Zérégouré a manifesté. La énième fois,
le président de la République est venu ici, vous avez vu la même mobilisation. Le premier ministre est venu, c'est la même mobilisation. Aujourd'hui, c'est les ministres de la Forêt qui sont venus pour faire passer le message de paix du gouvernement, du président Alpha Condé à la place de Sénégal Corée, pour que les élections se fassent dans la tranquillité, dans la paix, dans la cohésion. Voilà. Merci bien. Les sages de Zérékoré ont réitéré leur soutien et leur dévouement à porter le professeur Alpha Condé pour sa réélection. Au regard de tous ces acquis du pouvoir, reconnus même par les adversaires les plus radicaux, on peut sans rire de se tromper, déclarer ici haut et fort que la victoire du RPG Arc-en-Ciel aux prochaines consultations du 11 octobre 2015 devient une réalité irréversible grâce à Allah le Tout-Puissant, Seigneur, régulateur des mondes voilés et perceptibles. Ainsi, les sections RPG de Zérékoré, à l'instar des autres sœurs de Guinée, doivent user de tous les moyens et de tous les efforts pour consolider cette victoire déjà acquise. Le passage de la coordination régionale de la forêt signifie que la campagne est lancée avant l'heure. C'est pour instaurer la paix et la quiétude que la coordination régionale de la forêt s'est rendue vendredi dernier dans la préfecture de Lola, située à 45 km de Zérékoré, dans le cadre de soutenir le président Alpha Condé pour cette élection. Et le message que le chef de l'État nous a donné, message de paix, message qui demande à l'ensemble de la population un vote sans violence. C'est ce que nous avons passé à Lola et les populations ont bien compris et partagent cette vision du chef de l'État. Et nous pensons que Lola va voter massivement et dans la paix et dans la quiétude sociale. À travers cette action, le préfet de Lola confirme la détermination à défendre les idéaux du président. Un vrai berceau du RPG Arc-en-Ciel, Lola dit bien, est fin prête à donner son suffrage au candidat du RPG Arc-en-Ciel au suffrage du 11 octobre 2015 pour qu'il soit réélu dès le premier tour. Pour Domanindoré, cette mobilisation explique que sa préfecture est prête pour les futures échéances électorales. Naturellement, des élections qui permettent que la démocratie progresse dans le bon sens. Nous demandons aux populations, et je pense qu'elles l'ont bien exprimé à travers les pancartes que vous avez bien pu lire, Lola adhère à la... Nous estimons que ces élections devraient se traduire par justement l'expression parfaite d'une élection apaisée à Lola, je n'en doute pas. Bien que cette localité était reconnue pour sa violence, mais avec ses messages passés, la coordination régionale a quitté cette localité tout en laissant derrière elle une population bien informée sur le processus électoral. La deuxième demi-finale de la 56e édition de la Coupe nationale s'est jouée ce dimanche. Et c'est le Orea qui a obtenu son ticket pour la finale au tir au but 5-4 face aux Gangans de Kindia. Pourtant, ce sont les Kanyaka qui ont pris à 2 reprises l'avantage du score, mais se sont toujours fait rattraper 2 buts partout. C'était le score après le temps réglementaire. Lors de la séance des tirs au but, c'est le défenseur du Gangan qui a concédé l'égalisation des rouges et blancs qui a vu son ballon ricocher sur le montant gauche de Kemoko. Pour l'entraîneur de Gangan, ils ne sont pas déçus. L'Orea l'a emporté. Bon, ce n'est pas la fin du monde pour Gangan. Non, on n'a pas de regret, pour ça. Parce que les gens pensaient qu'on n'allait pas arriver à ce stade-là, mais finalement nous avons tenu vraiment. Grand artisan des quarts et demi-finales, Kemoko se dit abrité des dieux du football. Ben, vous savez, la Coupe nationale, c'est pas facile. Et vous connaissez, tout le monde connaît la Coupe. Quand on te dit que c'est la Coupe nationale, il faut s'attendre à tout. Il n'y a pas une petite équipe, au fait. Et là, on était vraiment dans la merde. Et le dieu du football était avec nous. On a pu égaliser le tir au but, vous savez, c'est la chance. Et là, le dieu du foot aussi était de ce côté-là pour nous aussi. Et puis on est en finale. Malgré une mauvaise prestation, pour l'entraîneur des Rouges et Blancs, l'essentiel était la qualification. L'état du terrain, il faut reconnaître. Et puis bon, je pense qu'à un moment donné, on a eu des difficultés dans l'entame. C'est vrai, quand l'Orea devant n'importe quel adversaire, c'est des difficultés, les équipes se donnent à fond. Moi, je pense que l'entame, on a traîné, après on est venu. Dans tous les cas, j'ai eu ma qualification, peu importe. Pour une finale ASK Orea, la Fédération guinéenne de football compte mettre les bouchées doubles. C'est la sommité du football guinéen, donc il faut déjà être en harmonie avec. Le match va se jouer pleinement.
c'est le premier et le deuxième en championnat. Et si les deux se retrouvent en finale, la partie va être très belle. Et la fédération, quant à elle, mettra tous les moyens, ça c'est clair. Et le sponsor aussi, je crois, ne va pas lésiner sur les moyens. La finale va être très belle, c'est prévu pour le 13 septembre. A signaler que quelle que soit l'issue de cette finale, le Orea et l'AS Kaloum joueront respectivement les éliminatoires de la Ligue des champions africaine et la Coupe de la Confédération. Le cessez-le-feu a été rompu ce samedi 15 août au nord du Mali entre le Gassia, groupe pro-gouvernemental, et la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, groupe rebelle. Ce lundi 17 août, des coups de feu nourris ont retenti entre les deux groupes armés signataires de l'accord d'Alger en juin dernier. Pour le moment, un premier bilan fait état de 15 morts. C'est une guerre de chefs entre Al-Gabas, qui est un chef rebelle de la CMA, un colonel militaire qui a regagné, en tout cas, qui est du côté de l'armée malienne, Gamou. Donc c'est une guerre de chefs entre Gamou et Al-Gabas. Et étant donné que cette guerre de chefs aussi est basée sur une guerre intercommunautaire, parce que vous savez qu'ils ne sont pas de la même ethnie, donc c'est une guerre de chefs qui a donné lieu en tout cas aux affrontements. Les échanges de tirs ont eu lieu dans la ville d'Anefis, à 120 km au sud de Kidal, dans le nord Mali. Une importante quantité d'armes et de véhicules ont été récupérés par le Gassia, groupe armé pro-gouvernemental. Non, le gouvernement, pour l'instant, le gouvernement malien n'a pas fait de communiqué. Là, c'est difficile de savoir qui a provoqué qui, parce que depuis combien de temps nous sommes dans cette situation, donc les deux camps s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu. Mais en réalité, elle veut tout ça, donc c'est difficile de savoir exactement qui a fait le premier pas. Mais tout le monde sait quand même que ces deux forces se regardent en chaîne de faïence. Suite à ces combats, ce lundi 17 août au soir, les groupes armés pro-gouvernementaux ont officiellement pris le contrôle de la ville d'Anefis, jusque-là aux mains des groupes de la CMA, la coordination de l'Azawad. La Convention panafricaine pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, s'est constituée en parti politique. C'est désormais ex-mouvement pro-Gbagbo a tenu samedi 15 août 2015 un congrès extraordinaire et a appelé à des élections apaisées. Le COJEP, créé il y a 14 ans par Charles Blé Goudé, un proche de l'ex-président ivoirien emprisonné comme lui à la Cour pénale internationale, veut désormais prendre part à la vie politique du pays. Nous sommes passés d'un groupe de pression à un mouvement politique et nous estimons que le COJEP a sa part dans l'arène politique. Nous savons que les Ivoiriens ont des soucis et nous constatons des divisions totales dans tous les partis politiques et les Ivoiriens nous attendent. Alors nous avons jugé bon nous de prendre nos responsabilités et aborder les sujets et les problèmes des Ivoiriens. Et c'est ce qui nous a motivés à passer à un stade de responsabilité. Ce nouveau parti qui veut militer pour la paix entend se démarquer de l'extrémisme politique. Les responsables du parti indiquent toutefois que le COJEP n'aura pas de candidat au scrutin de 2015, ce qui ne l'empêche pas de travailler dans le sens de la reconstitution du tissu social durement frappé par la crise post-électorale de 2010. Nous avons pris toutes les dispositions pour que le COJEP s'inscrive dans des actions de paix. Nous demandons au pouvoir de créer une plateforme de discussion avec son opposition afin que toutes les conditions soient réunies et qu'ils aillent aux élections. Nous avons toujours décidé de discuter. Les gens ne ont pas compris, mais nous discutons toujours. Et parce que notre leader, Charles Blé Goudé, a pour modèle Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo demande toujours que le leader des partis politiques s'asseye et discute. Le leader du COJEP, Charles Blé Goudé, dont le discours a été prononcé à l'occasion du congrès extraordinaire marquant le passage de son mouvement au statut de parti politique, a appelé à des discussions inclusives entre le parti et l'opposition et à des élections transparentes et apaisées. L'ancien chef des Jeunes Patriotes a été arrêté en janvier 2013 et transféré en mars 2014 à la Cour pénale internationale où il est accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, entre autres. Le Burundi en attente du nouveau gouvernement du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Le chef de l'État burundais a prêté serment le jeudi 20 août 2015 après sa réélection du 21 juillet. Et c'est lors de son discours d'investiture qu'il a mentionné son souhait de modifier l'article 129 de la Constitution afin de pouvoir constituer un gouvernement d'union nationale. Habituellement, la Constitution de la République était strictement respectée. On voudrait qu'on apporte donc des changements au gouvernement pour l'élargir jusqu'à y intégrer ceux qui n'auront pas acquis les pourcentages donc tracés par la Constitution. C'est-à-dire que c'est là où le président de la République lui a dit qu'il va se consulter donc avec les Burundais, donc pour voir comment on pourra éventuellement modifier cet article 129
pour pouvoir y intégrer les autres. Donc ça, c'est une question interne donc que les Burundais même donc peut-être pourront trancher. Cet article 129 est le socle de la constitution burundaise et l'opposition ne souhaite pas le réviser. Le texte prévoit en effet le respect des équilibres ethniques. 60% des portefeuilles ministériels doivent être occupés par des Hutus et 40% par des Tutsis et au moins 30% par des femmes. Il exige surtout que pour intégrer le gouvernement, chaque parti politique doit réunir au moins 5% des voix. À l'heure actuelle, seul le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, réunit les conditions nécessaires. D'abord, la concertation suppose qu'il y ait reprise de dialogue. Sinon, la révision serait simple, ça passe par le Parlement. Lequel Parlement maintenant est pratiquement à 98% CNDD-FDD. Et même là, si Rwasa n'accepte pas de jouer le mauvais jeu, le CNDD-FDD est incapable de totaliser la 5e des membres de l'Assemblée nationale, ce qui ne va pas lui permettre de réviser cet article. Même si le gouvernement tarde à être mis en place, le président Pierre Nkurunziza a déjà nommé ses 2 vice-présidents. Le premier vice-président, Gaston Sindimo, issu de l'UPRONA, proche du pouvoir, sera chargé du domaine politique. Et le deuxième vice-président, Joseph Butore, issu du CNDD-FDD, sera en charge des questions économiques. À chaque tir de canon à eau, chacun tente de se mettre à l'abri. Certains ont même trouvé la parade. Un face-à-face tendu entre policiers et de jeunes manifestants. Un groupe déterminé à franchir le périmètre de sécurité autour du Parlement. Au 2e jour de manifestation, émaillé d'affrontements, le chaos s'est invité dans les rues de Beyrouth. La dispersion s'organise dans les rues adjacentes, à l'aide de tirs de sommation et de gaz lacrymogène et au milieu des ambulances. Une manifestation qui se voulait pourtant pacifique quelques heures plus tôt. Aux abords des bâtiments officiels, des habitants excédés par des poubelles qui s'accumulent dans la capitale et la paralysie du gouvernement. Pour tenter de calmer la rue, le Premier ministre se disait otage des divisions politiques. Oui, la crise des ordures a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais il ne s'agit pas uniquement de cela. Le problème, ce sont les ordures politiques dans ce pays. Tamam Salam lance même un ultimatum à son gouvernement. L'appel d'offres pour l'enlèvement des ordures doit être lancé lors du Conseil des ministres jeudi prochain. Il laisse planer la menace d'une éventuelle démission. Mais pour les manifestants, c'est un aveu d'impuissance. Au gouvernement, ils sont tous, sans exception, responsables de cette situation, y compris le Premier ministre. Nous l'appelons donc à présenter immédiatement sa démission. À l'origine du rassemblement, le mouvement citoyen Vous puez a condamné ces affrontements. Sur le perron de l'Élysée, les 3 jeunes Américains sourient aux nombreux médias qui ont fait le déplacement. Ils sont entourés de l'ambassadrice de leur pays, Jane Hartley, et de leurs mères respectives. Alexander Skarlatos, Anthony Sadler et Spencer Stone ont entre 22 et 23 ans. Et ce lundi, ils reçoivent la plus haute distinction française des mains du président de la République. Monsieur Alexander Skarlatos, Monsieur Spencer Stone, Monsieur Anthony Sadler, au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Décoré aussi le Britannique de 62 ans, Chris Norman, qui a aidé les Américains à neutraliser l'assaillant du Thalys. L'homme était armé d'une Kalachnikov et 554 passagers se trouvaient à bord du train vendredi soir. Il suffit de savoir que Ayoub El-Kazani était en possession de 300 munitions et d'armes à feu pour mesurer à côté de quoi nous sommes passés. Une tragédie, un massacre. Au nom de la France, je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait. À la sortie de la cérémonie, seul Chris Norman s'exprime devant les journalistes, en français et en anglais, et toujours avec beaucoup d'humilité. J'aurais jamais cru que j'allais avoir un médaille comme ça. Je vais essayer de faire honneur à l'honneur qui m'a été fait. Je vous remercie. Les Américains, eux, sont rentrés à l'ambassade à quelques mètres seulement de l'Élysée.
François Hollande doit encore décorer 2 hommes, un Français de 28 ans qui tient à rester anonyme et un Franco-Américain blessé pendant l'attaque, toujours hospitalisé à Lille.